Au Congo, le salaire minimum est d'environ 70 400 francs CFA par mois, alors que les frais de scolarité dans le privé peuvent aller de 15 000 à 500 000 francs CFA par mois. Une réalité qui fait de l'école un espace structurant pour certains et hors de portée pour d'autres. Résultat, pour beaucoup de familles, l'éducation devient un arbitrage permanent entre qualité et accessibilité. Et quand on quitte ces établissements structurés, le contraste est parfois saisissant. Dans ce complexe scolaire public de Brazzaville, certaines classes comptaient jusqu'à 398 élèves, d'autres plus de 250. Faute de place, des élèves sont assis à même le sol. Au lycée, une règle tacite s'impose. Premier arrivé, premier servi. Tant pis pour les retardataires. Des images anciennes, mais une réalité que beaucoup reconnaissent encore aujourd'hui. Dans le public, les difficultés prennent d'autres formes. Manque de tables, de professeurs ou parfois de bâtiments sûrs. Ici, au complexe scolaire d'Italie, une grave érosion menaçait la structure de l'école à seulement 2 semaines de la rentrée. Des élèves inscrits, des parents inquiets et une même question. Comment apprendre quand l'école elle-même est en danger? Cette immersion raconte une réalité parmi d'autres. Celle d'une école qui fonctionne dans un système où toutes ne sont pas à la portée de tous. Restons dans la vétusté et l'inadaptation des infrastructures pour parler des zones rurales où l'on vit très souvent un désert scolaire. Des zones abandonnées par les pouvoirs publics alors qu'une bonne partie de la jeunesse y vit. Si pour le privé ce ne sont pas des régions rentables, on le comprend, pour l'État ça doit être des zones prioritaires. Et pourtant, là-bas, c'est le règne de la débrouille. Les parents s'organisent comme ils peuvent pour créer des écoles où tous sont réunis autour d'un maître que l'on paye très souvent en nature, en lui cédant par exemple un lopin de terre ou en lui donnant des vivres. Une précarité qui ne suscite pas forcément la ruée et l'engouement des enseignants. Alors on se contente de celui qui se présente, à condition qu'il parle le français ou l'anglais. Et bien sûr, ce désert scolaire est un terreau fertile pour les ONG et autres associations qui viennent ici trop souvent se donner bonne conscience en finançant entre guillemets des écoles d'un autre temps. Des salles de classe sous l'arbre. Notre reporter à Parakou au Bénin, Nyanki, a effectué le déplacement pour aller en immersion dans une de ces écoles sous l'arbre. À l'école, on travaille. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis aussi joyeuse ce matin. Je vais à l'école. Au bout de 55 km de piste rouge, entre poussière, troupeau et silence, on arrive enfin dans ce hameau appelé Sakasirou. Voilà notre école, notre fameuse école où les enfants viennent s'instruire. Il y a des centaines de personnes qui vivent ici. C'est les parents qui mobilisent tout, et le manger et l'argent. Ici, au cœur des terres agro-pastorales, l'école n'est pas un bâtiment. C'est un rêve fragile porté à bout de bras. Chaque matin, ces enfants marchent plusieurs kilomètres pour apprendre sous un arbre, sous une paillote, mais toujours le regard tourné vers l'avenir. Et derrière eux, des parents engagés et une communauté qui refuse de céder au silence. Cette école est née d'un projet financé par une organisation indépendante basée en Suisse. Le programme était financé par Helvetas. Malheureusement, le financement touche à sa fin. La malchance qu'on a ici est que le PAFE est en train de finir son mandat. Pourtant, la fin du projet n'a pas arrêté les parents. À l'annonce de la rentrée, ils se sont mobilisés. Nettoyage de l'école, organisation de la cantine, réunion communautaire. Ici, les pères cotisent, les mères font le marché, cuisinent et s'organisent pour nourrir les enfants toute l'année. Leur travail, c'est les cotisations qu'ils font pour soutenir l'école. C'est ça, on vient d'écrire là. Oui. Okay. Tous là, ils déposent le caillou. Et c'est seulement cette année que ces enfants ont eu accès aux tables et bancs pour pouvoir s'asseoir et écrire. C'est venu tardivement l'année passée. On fermait les portes quand les bancs étaient arrivés. Vu l'état du centre, on ne peut pas installer parce que ce n'est pas construit. Les bandits pourront venir chercher. Mais c'était compliqué pour les apprenants de lire parce qu'ils n'ont pas où poser la doise, ils n'ont pas où poser le cahier pour pouvoir écrire. On a fini le nettoyage. Nous sommes maintenant en train de transporter les bancs vers l'école pour que la rentrée puisse commencer lundi. Lundi 3 novembre, jour de rentrée. Et ici, la ponctualité et la discipline n'ont rien à envier à l'école formelle. On vient d'arriver, 8h03 et tout le monde est déjà en classe. Bonjour, madame. Les enfants apprennent en langue peul et français. Donc c'est bilingue, c'est nous ici. Pendant que les enfants apprennent, les femmes désignées pour la semaine préparent le repas. Voilà le problème d'eau dont ces parents sont en train de parler. C'est l'eau
avec laquelle ces femmes vont cuisiner pour les enfants, c'est l'eau que les enfants vont boire. Avec l'eau qu'elles vont puiser au marigot, cuisiner pour 2 pauses est impossible. Alors, elles en assurent une seule, celle de midi. On prépare la pâte. Après le repas, les enfants proches de l'école rentrent brièvement. Les autres restent parce qu'ils vivent trop loin. Et à 15 heures, même engagement, même énergie. Et cela tout au long de l'année scolaire. C'est quand même frustrant de voir que certains espèrent que ce financement par l'ONG sera reconduit. Je ne veux pas me moquer de leur engagement, mais ça reste quand même assez sommaire. Les seules banques que les enfants transportent tous les jours ne peuvent constituer à eux seuls un financement pérenne. Alors que les parents parviennent à faire tourner cette école en s'organisant tout simplement pour donner à manger à ses enfants. Peut-être que cela devrait nous inspirer, nous inciter devant la faillite de l'État à prendre en main ces écoles des zones rurales. Cela éviterait des inepties où les ONG internationales, largement financées par d'autres, et pour des raisons pas toujours très avouables, imposant des programmes, des manuels qui servent plus leur narratif que le nôtre. Un drame qui, c'est vrai, n'épargne d'ailleurs pas l'ensemble de notre système scolaire où les programmes et même les manuels sont conçus par les autres, avec les inepties que cela peut entraîner. Comme ces poèmes de Verlaine, de La Fontaine et autres auteurs qui ne connaissaient même pas l'existence de l'Afrique, dont on doit se nourrir de la pensée en total déphasage avec nos réalités. C'est le lot de toutes nos écoles de voir des programmes imposés qui ne sont pas en cohérence avec nos besoins. On se satisfait de la statistique hypocrite du taux de chômage endémique jeune annoncé à 11%, mais qui cache clair une surqualification et naturellement sous-emploi qui lui est estimé à 74%. Chacun connaît le nombre de milliers de diplômes en lettres modernes, en grammaire française, qui sortent chaque année des universités en se sachant condamnés au chômage. Sachant que, dans le même temps, la Chine à elle toute seule a fait venir plus de 200 000 ouvriers chinois en Afrique pour ces divers chantiers. Pourquoi ne pensons-nous pas à concevoir des cadres, des écoles pour former ces mêmes ouvriers qu'on nous importe? Charpentiers, plombiers, staffeurs. N'est-il pas venu le moment de prioriser l'enseignement technique pour à la fois répondre à la demande du marché, mais également juguler le chômage? Voilà à quoi ressemblent de nombreuses salles de classe en Afrique. Des classes de 100 à 200 personnes dans le primaire. Comment peut-on demander à ces jeunes d'écouter ce que dit l'enseignant dans ces conditions? On n'imagine évidemment pas un seul ordinateur dans cet environnement où pour trouver sa place, il faut déjà déployer des efforts physiques surhumains. Il ne faut surtout pas croire que cela s'arrête au niveau du primaire ou du secondaire. Dans l'enseignement supérieur, les choses semblent encore plus graves, comme l'illustre ce reportage de Julia Muketo et Laura Lekefa à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, la plus importante en République démocratique du Congo. Des auditoires bandés, des dortoirs surpeuplés, des toilettes dans un état alarmant. À l'université de Kinshasa, étudier ce n'est pas seulement apprendre, c'est composer chaque jour avec un environnement sous pression. Construite à l'époque coloniale pour accueillir environ 6 000 étudiants, l'université de Kinshasa en compte aujourd'hui près de 33 000. Un écart qui pèse lourd sur les infrastructures et qui façonne le quotidien de toute une génération. Dans les allées du campus, les étudiants racontent une même réalité. J'ai remarqué que dans l'auditoire, il y a vraiment, on n'arrive pas à mieux comprendre le cours. On a des problèmes avec des baffles et puis surtout avec les places. Donc il y a plein d'étudiants, il n'y a pas assez de places pour tout le monde. Il faut venir avant, s'asseoir devant pour bien entendre. Il peut y avoir 305 étudiants et le local ne peut que contenir 200 étudiants. C'est ça, et puis les conditions en tout cas. Sur le campus, le logement est un autre défi. Dans certains dortoirs, jusqu'à 4 étudiantes partagent une petite chambre. Des douches étroites, un espace restreint dans des conditions peu acceptables. Ici, vivre ensemble est une nécessité, mais aussi une source de tension quotidienne. Vous imaginez qu'ici, on a séparé. Donc, il y a 2 personnes qui dorment ici, mais ils ont séparé les draps en 2 parties. Toi, tu ne peux pas passer de l'autre côté. Elle aussi ne peut pas passer de l'autre côté. Nous assistons à un cours au département d'agronomie. Certaines salles sont adaptées, mais ailleurs, près de 500 étudiants pour un seul professeur, pas assez de bancs. Les retardataires, eux, restent dehors. Dans ces conditions, suivre un cours devient un privilège. Et puis, quand lui il est dans la salle, personne ne peut pas entrer, personne ne peut pas sortir. Après le cours, un besoin essentiel, aller aux toilettes. Ici, l'accès coûte 500 francs congolais et les conditions sont souvent dénoncées par les étudiants comme indignes d'un cadre universitaire. Alors que nous filmons sur le campus, malgré une autorisation et en étant accompagnés d'étudiants, nous sommes interpellés par la police universitaire. Et là, on vient de se faire arrêter par la police, malgré le fait qu'on a l'autorisation de filmer. Un rappel que certaines réalités restent sensibles et que la présence des caméras n'est pas toujours la bienvenue.
Malgré ces conditions parfois éprouvantes, l'université de Kinshasa demeure la plus grande du pays. Et malgré tout, les étudiants y restent attachés et continuent de s'y investir jour après jour. Et en tant qu'étudiant de l'UNIKIN, franchement, l'UNIKIN forme le caractère. Ça se passe bien, on s'adapte. Malgré souvent les conditions sont un peu compliquées, mais on s'adapte pas mal. À l'université de Kinshasa, la surpopulation, la précarité et le manque d'infrastructures font partie du quotidien. Mais malgré tout, les étudiants s'accrochent, ils étudient, ils persistent. Une jeunesse confrontée à de lourdes contraintes, mais déterminée à ne pas renoncer à ses ambitions.